Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, comme vous savez, je vais vous parler donc, de hack hardware. Donc ce que je vais commencer par vous parler, c'est donc les protocoles de communication qui sont utilisés sur les cartes électroniques d'abord. Après, je vais vous montrer quelques cartes électroniques et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information juste au niveau visuel. Et après, je vous montrerai un peu les techniques qu'il y a pour récupérer maintenant les informations sur les cartes électroniques. Plus après, une petite démo avec les cartes électroniques pour dumper juste un peu de données. Et après, je vous montrerai aussi le matériel qu'on a besoin, parce qu'évidemment, on ne peut pas le faire comme ça. Donc, le premier protocole dont je vais parler, enfin, c'est deux protocoles, c'est I2C et SPI. C'est les protocoles les plus simples qui existent sur des cartes électroniques. C'est basiquement utilisé pour faire communiquer un microcontrôleur avec une autre puce, une puce mémoire, un capteur, ce genre de choses. Donc l'I2C, voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est un bus sériel asynchrone, c'est half duplex. Les deux protocoles fonctionnent tous les deux avec maître et esclave. Donc toujours le maître interroge les esclaves pour récupérer telle information, il fait une requête. Donc toutes les requêtes là-dessus, évidemment, c'est que des exas qui sont envoyés. Les exas qui sont envoyés dépendent totalement du matériel qui est utilisé. Pour ça, il faut lire évidemment la doc, parce que ce qui est le plus important dans le hacking hardware, c'est de lire la doc, le datasheet. On ne peut rien faire sans datasheet. S'il n'y a pas de datasheet, on peut quand même arriver à reverser des trucs, mais c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Donc le plus simple, c'est vraiment d'utiliser le datasheet. Le problème de ces protocoles, c'est comme ils sont super simples, c'est des protocoles ultra basiques. Il n'y a aucune protection, il n'y a rien, donc on peut se brancher directement dessus, sur les fils. Donc là, ça fonctionne principalement avec 2 fils, là ça fonctionne avec 4 fils. On peut facilement, donc quand on se branche dessus, on voit ce qui se passe. Donc on peut facilement sniffer ce qu'il y a dedans, faire du man in the middle. On peut rejouer des requêtes pour récupérer des informations si on a besoin. On peut aussi faire de déni de service, donc on bombarde de requêtes en permanence. Et après, donc la puce n'est plus capable de répondre. Parce que évidemment, comme c'est des protocoles extrêmement simples, le débit est très faible. C'est des actions vraiment, voilà, c'est basique. Et évidemment, il n'y a pas d'authentification entre le maître et l'esclave. Donc après, on fait vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment un protocole très vieux. Les deux sont vraiment des protocoles très vieux. C'est juste fonctionnel, on va dire. Après, il y a des protocoles plus intéressants qui sont l'UERT. Donc, il est pourri le bidon. Qui sont vachement utilisés de nos jours, surtout sur les routeurs. Vous faites les appareils qui embarquent vraiment, sur une carte électronique qui embarque vraiment un système de qualité, un vrai système d'exploitation, un Linux embarqué, ou alors un petit OS développé par le constructeur. Et donc ça permet en fait d'avoir accès directement à une console, pouvoir envoyer des commandes ou vraiment interagir avec le système. Tandis que l'autre c'était vraiment plus bas niveau, c'était pas sur le système réellement, c'était vraiment entre un microcontrôleur et un capteur ou autre chose. Donc avec ça, c'est assez pratique, c'est très facile à trouver parce que c'est très significatif. C'est souvent 4 pins comme ça. Un souvent qui est en carré, comme ça permet de déterminer le VCC, donc l'alimentation. Après il y a 2 autres pins, donc importants, RX pour recevoir, TX pour envoyer, plus une masse. Donc on a juste à se brancher dessus, on a juste besoin d'un adaptateur pour ça, sur l'ordinateur, que je montrerai plus tard dans le matériel, qui permet après d'avoir la console directement. Le seul truc qu'il peut avoir, c'est comme c'est une console, si on a un truc Linux ou n'importe quoi, il peut évidemment mettre un mot de passe. Un mot de passe login, donc si on l'a pas, on peut brute forcer toujours. Après, ça dépend du système qui est derrière. Je ne vais pas parler des systèmes d'exploitation embarqués, mais voilà, ils peuvent implémenter des sécurités, contrairement à avant. Et après, l'autre protocole qui est important, c'est le JTAG. Et alors, le JTAG, comme vous pouvez le voir, on le trouve n'importe où, vraiment beaucoup d'endroits. Donc on trouve, en gros, tous les téléphones portables ont un connecteur JTAG, que ça soit un iPhone, un Galaxy, ce que vous voulez, il y a forcément un connecteur JTAG. Ça permet de s'interfacer directement avec le processeur de votre carte électronique. Donc l'avantage de ça par rapport aux autres, donc là vous n'avez pas de console, c'est vraiment super bas niveau. Ça veut dire que ce que vous pouvez faire, vous pourrez dumper en fait la mémoire flash qui fonctionne avec le processeur. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez changer le mode du processeur, vous pouvez arrêter le processeur en cours d'exécution et carrément passer en mode debug. Donc vous pouvez utiliser du GDB directement en interfaçant votre ordinateur à la carte électronique. C'est vachement utilisé quand ils font du développement. Donc il faut savoir que ce connecteur-là, si c'est bien fait la carte, il est désactivé. Il peut toujours être présent, mais les fils, vous voyez par exemple ici, peuvent être coupés. Donc après, il y a toujours des moyens de réactiver le JTAG, il y a plein de techniques.
Le truc, c'est que ce machin, pour le trouver, c'est pas forcément... Des fois, c'est compliqué, des fois, c'est pas compliqué. Mais c'est après de déterminer quelle pin est quelle pin. Parce qu'en fait, ça fonctionne avec 5 pins différents. Et ces 5 pins, faut les trouver. C'est-à-dire que là, avant, vous voyez, là, c'est très simple de trouver. Il y a des trous. C'est une forme typique. On peut facilement retrouver. Mais après, ça peut être vraiment derrière la carte. Vous voyez, il y a plein de points comme ça, derrière, des pins. Et donc, il faut se connecter dessus et trouver quelle pin est quelle pin. Donc voilà, là, il y en a 5 différents. C'est les 5 principaux pour le JTAG. Et donc le problème qu'il y a, c'est pour les trouver, il faut, en gros, il faut faire du brute force. Et donc pour ça, on utilise des outils très particuliers. Donc on peut utiliser JTAG Enum ou alors JTAG Scan. En fait, c'est des implémentations du JTAG. Le JTAG, en fait, c'est vraiment une machine à état, pour ceux qui ont fait un peu d'électronique. Et c'est propre en même temps à chaque constructeur. En fait, c'est pas très standardisé. C'est standardisé, mais en fait, chaque constructeur peut implémenter des instructions à lui. Parce que comme c'est implémenté directement sur le processeur, et ben en fait, chaque processeur peut avoir des instructions différentes à assembleur, surtout en fonction de l'architecture et tout. Donc c'est très compliqué. S'il n'y a pas de dock, faire de reverse du JTAG, c'est la grosse galère. Mais si vous y arrivez, c'est le Saint Graal, parce que vous avez tout, vous avez accès à la mémoire, vous pouvez débugger le processeur, vous pouvez débugger... Enfin, vous faites ce que vous voulez en fait sur la machine, vous avez plein de contrôles. Le souci, c'est qu'aussi, il peut être protégé par un mot de passe, donc vous pouvez arriver enfin à trouver quelle pin et quelle pin, mettre une carte électronique pour l'interfacer après avec votre ordinateur, et puis vous retrouvez avec simplement une page de login avant de pouvoir accéder à la mémoire ou ce genre de choses. Donc, c'est un peu rageant. Donc après, ça n'a rien n'empêche de brute forcer, hein. Mais s'ils ont mis un bon mot de passe, la rapidité sur ce genre de truc, c'est très très lent. Quand vous allez dumper la mémoire, c'est de l'ordre d'une centaine de kilooctets par seconde, à peu près maximum. Donc quand vous avez une puce mémoire, quand vous avez sur un téléphone portable maintenant qui a une mémoire flash de plusieurs gigaoctets, quand vous êtes dumpé, vous allez en avoir pour des heures, voire même une journée entière juste pour dumper une mémoire, quoi. Sachant que quand on dump quelque chose en électronique, l'idéal c'est de le dumper au moins 2 fois et de faire un différentiel entre les deux, parce qu'il arrive régulièrement d'avoir des petites erreurs. Et donc, voilà, c'est très compliqué. Le JTAG, c'est vraiment l'interface la plus compliquée. Le protocole, mais c'est le protocole le plus utile, il fait vraiment beaucoup de choses. Et donc voilà. Également, donc les outils qu'on peut utiliser sur l'ordinateur pour justement s'interfacer correctement. Parce que dès qu'on a brute forcé, par exemple, avec un de ces deux outils, donc JTAG Enum ou JTAG Scan, ces outils-là, en fait, c'est des... Pour brute forcer, justement, il faut se connecter sur les pins qui sont derrière pour les tester. Donc idéalement, il faut une carte électronique. Donc généralement, on peut utiliser un Arduino tout simplement, n'importe quel Arduino, puisqu'en fait les codes qui sont ici sont en fait c'est codé pour de l'AVR comme architecture, donc des architectures de microcontrôleurs. Donc on peut le réimplémenter facilement dans n'importe quel Arduino ou microcontrôleur comme on veut. Et une fois qu'on a brute forcé, qu'on a tout, on utilise donc ces deux outils-là, et ces deux outils-là permettent vraiment après qu'ils implémentent en fait, réellement le protocole derrière, et qu'on puisse faire des requêtes correctement dessus. Donc ces deux outils fonctionnent en fait avec des fichiers de configuration. Donc des fichiers de configuration en fonction de l'architecture, utilisée de l'ARM, du MIPS, ou même pourquoi pas de la VR. Et aussi en fonction des adressages, parce que évidemment, comme ça dépend vraiment de chaque routeur, chaque machine, la mémoire flash n'est pas organisée de la même façon entre le kernel, le bootloader, etc. ne sont pas organisés pareil, donc il faut préciser dans les fichiers de configuration qu'on leur donne où se trouve quoi. Et c'est là que ça devient très très compliqué, parce que pour arriver à deviner ou arriver à reverse ce genre de choses, c'est vraiment galère. Mais on peut, après je vais vous montrer plus tard, on peut quand même arriver à dumper la mémoire, donc après en dumpant la mémoire on peut retrouver les adresses des différentes parties du système. Là je vais vous montrer donc, des cas concrets. Donc j'ai trouvé une imprimante comme ça, et j'ai enlevé tout ce qui était inutile, il reste ça. Donc là on a une carte électronique, donc les photos sont pas de super bonne qualité, mais grosso modo là on a l'alimentation, et ce que j'avais ici c'était une imprimante qui était Wi-Fi, et ça c'était le bloc qui avait une antenne, ce truc là, plus là il y avait cette grosse carte électronique. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a des cartes électroniques, qu'est-ce qu'on peut en faire, voilà, comment on peut en tirer des informations. Donc le truc à faire important, c'est déjà de regarder évidemment toutes les puces qu'il y a dessus. Alors, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est qu'ici, sur cette grosse carte-là, on a une grosse puce ici, qui est le processeur. Et le processeur avait le nom Lexmark, donc c'est le nom de la marque d'imprimante.
Donc ça veut dire que c'est le fabricant de l'imprimante qui a fondé la puce. Donc ça veut dire que c'est un truc super propriétaire, donc vous n'allez pas avoir de dock, c'est la merde. De plus, vu la gueule du processeur, vu machin, c'est pas un truc qui implémente... Enfin, c'est vraiment... C'est la carte mère réellement, puisqu'en fait tout se branche dessus. Donc c'est lui qui va réellement contrôler les moteurs de l'imprimante, ces différentes choses. Donc ça, limite, on s'en rend compte au top. Enfin, c'est pas super important. Ce qui est important, c'est qu'en fait, sur cette carte-là, qui est en fait la partie Wi-Fi, en fait, n'implémente pas que le Wi-Fi. Quand on peut le voir, que la carte ressemble à ça. Donc là, toujours pareil. On a la grosse puce ici, toujours le processeur. Sauf que là, on a du Maxwell. C'est un grand constructeur, un confondeur. Donc ça, on sait que c'est un... Enfin, il faut regarder sur Internet, hein, mais après, avec l'habitude, on sait que c'est un processeur... Enfin, c'est un truc général. C'est un processeur MIPS. On peut trouver facilement d'ADOC sur Internet. Donc déjà, c'est bon signe. De plus... Donc, en plus, c'est étonnant parce que techniquement, ce truc-là était censé faire que le Wi-Fi parce que ce bloc-là se change et d'extérieur, quand il était emballé dans le plastique et tout le bazar, il y avait juste une antenne qui dépassait. Donc moi, quand je l'ai monté, je supposais que j'allais avoir juste une partie Wi-Fi. En fait, pas du tout. Parce que la partie Wi-Fi, tout ce qui est partie radio-télécom sur une carte électronique, c'est toujours là-dessous. C'est du blindage, ça évite les interférences, c'est super important, c'est tout le temps comme ça. De plus, on voit ici le petit connecteur comme ça, c'est le petit connecteur pour les antennes. C'est important, c'est pareil dans les téléphones portables. Donc là, on voit, c'est juste la partie télécom. Là, étonnamment, on a un processeur qui est avec, ce qui n'est pas normal, parce qu'en fait, le chipset qui gère le Wi-Fi, en fait, est là-dessous. Donc il y a des choses supplémentaires. Donc ça veut dire que ça fait beaucoup plus de trucs que ça avait l'air d'en faire. De plus, on a deux autres puces ici. Donc là, on a une puce de RAM, une puce de mémoire flash. Donc là, en fait, un processeur, de la RAM et de la flash, on a tout simplement un système totalement embarqué, plus une interface Wi-Fi. Donc là, en fait, on avait sur une petite carte qui est juste là, en fait, on a un système entier embarqué Linux, juste sur cette petite carte. Et ce qu'on peut aussi voir, qui est important, enfin ce qui est plus ou moins intéressant, c'est que régulièrement les constructeurs, pour diminuer les coûts, ils ont la flemme de faire des cartes électroniques propres pour chaque modèle. Et là, on le voit très bien, puisqu'en fait, toute cette partie-là, il n'y a rien de soudé en fait. C'est que des trous. Et vu la gueule des trous qui sont ici, on déduit, enfin, avec l'habitude, on peut déduire que c'est en fait, il doit avoir un port Ethernet. En fait. C'est fait pour mettre un port internet plus le chipset ici. Donc en fait cette carte, il doit avoir des modèles d'imprimantes plus haut de gamme qui implémentent le Wi-Fi plus l'Ethernet. Sauf que ici ils l'ont pas mis. Ils ont gardé la même carte pour éviter d'avoir deux chaînes de production. Mais enfin voilà, donc c'est vraiment anecdotique, mais c'est régulièrement le cas, on le voit. Et c'est toujours bon à savoir quoi. Et ce qui est important, c'est qu'on voit, on avait un carré blanc, on avait 4 trous justement. Et quand il y a 4 trous, généralement, c'est l'UART qu'on a vu précédemment. Donc en se connectant dessus, on peut avoir un accès console directement Linux quand il démarre. Donc on peut directement taper les commandes. Bon, sur ce cas-là, la sécurité est un peu mieux implémentée, puisqu'en fait le pin RX, parce qu'il y a le TX pardon, de la truc est désactivé. Ce qui fait qu'en fait on peut juste voir ce qui se passe en temps réel. Il nous affiche la console, on voit le chargement de bootloader, on voit le chargement du système et tout. Mais on ne peut pas envoyer de commande. C'est totalement désactivé par le système. Donc encore une manière de sécuriser. Le seul moyen possible de bypasser ce genre de sécurité, c'est de passer par le JTAG. Et donc le JTAG est sûrement ici. Parce que là, il y avait 6 trous. Donc là, c'était possiblement du JTAG. Bon, j'ai pas reversé le truc. Mais en se connectant ici, on arriverait à avoir donc directement accès au processeur qui permettrait de dumper la mémoire flash. La mémoire flash, comme c'est un système Linux, le système Linux, on le voit, quand on se met en console, en fait, on voit que c'est un Linux qui est chargé. On récupère le système, on peut utiliser des outils comme Binwall qui permettent en fait avec un dump mémoire de savoir quel système c'est, quel système de compression, quel est le bootloader, etc. Et on peut arriver à extraire les fichiers. Et donc en extrayant les fichiers, on peut arriver avec du Linux, c'est sûrement un script à la con qui bloque le fait qu'on puisse pas envoyer de console. Et donc idéalement, c'est de modifier justement cette image, de la réinjecter par le JTAG. Et comme ça, on redémarre avec le même système, sauf qu'on a juste modifié, on a réactivé le fait qu'on puisse taper des commandes, et comme ça, après, on a accès vraiment à tout le système. Donc c'est vraiment typiquement le genre de choses qu'on peut avoir. Autre exemple, cette fois, mais avec un routeur, une très vieille AOL-box. Alors cette fois, donc là, pareil, donc la carte n'a pas du flamme-gueule. On a toujours là, on voit, donc cette box-là n'implémentait pas de Wi-Fi, également, elle est tellement vieille, c'était une option. On voit donc le processeur. Donc là, Broadcom, évidemment, c'est super connu, c'est pareil, donc il y a de la doc, c'est bien. Toujours la RAM, la mémoire flash,
toujours au même endroit. Et puis là, pareil, étonnamment, comme il n'y a pas de Wi-Fi, on voit que le constructeur, il manque des composants. Et comme le constructeur, pareil, il avait la flemme, et ben, on voit ici qu'on a le contour en fait, du blindage métallique. Quand il y a des contours comme ça, on sait que c'est le blindage métallique, donc on sait qu'il y a des télécoms derrière. On suppose, comme il n'y a pas de Wi-Fi, bah, voilà, sur un routeur. Voilà. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que, enfin, ce qui est marrant aussi, c'est que de l'autre côté, ils avaient aussi prévu donc, un port PCMCIA, enfin les vieux trucs, qui permettent aussi de mettre des portes d'extension ou alors rajouter le Wi-Fi, par exemple, on peut aussi le mettre par ici. Et donc là, on voit très bien, par exemple, les connecteurs de debug ici, qui peuvent très bien être du JTAG, ou même il y en avait ici, qui sont là 4 pins pareils, donc là c'est du port série, donc il y a très souvent sur tous les routeurs, vous trouverez forcément de l'URT et du JTAG. Bon, le truc c'est que ça, c'est toujours relativement haut niveau parce que ça permet d'accéder, enfin l'URT ça permet d'accéder vraiment au système, et puis le JTAG ça permet d'accéder vraiment au processeur et d'arriver à récupérer les infos. Mais après on avait toujours ce que j'ai parlé d'I2C ou de l'SPI, qui sont vraiment en fait, des protocoles qui sont plus, comme je disais, utilisés entre le processeur et une mémoire ou un capteur ou ce genre de choses. Mais ça permet également de récupérer les informations, puisqu'en fait, il n'y a pas forcément des grosses puces pour avoir des grosses mémoires, parce que des fois, il n'y a pas besoin, il y a besoin que quelques kilooctets ou ce genre de choses. Donc on utilise souvent des petites puces qui sont comme ça, qui ont en fait que 8 pattes. Et donc ces puces-là aussi, ça peut être intéressant de les récupérer et de les dumper. Et donc justement, comment on fait pour dumper des puces? Alors, donc, il y a des méthodes un peu barbares, enfin, on va dire. Donc là, on est carrément sur la carte mère. On ressoude, donc là, comme je dis, c'est une petite puce à 8 pins, donc c'est une petite mémoire. On soude directement les composants, enfin les fils dessus, et après, avec le matos que je vous montrerai après, on peut arriver à dumper. C'est pas forcément l'idéal, c'est peut-être pas forcément le mieux, tout le monde n'a pas envie forcément de souder. Il y a pire, il y en a qui carrément, ils dessoudent carrément la puce et ils la mettent ailleurs, pour que ce soit plus facile d'accès. Mais il y a aussi d'autres solutions qui est extrêmement pratique, c'est le genre de pince à linge là, ici. Donc en fait, on pince la puce ici, et en fait, vous voyez, il y a des petits connecteurs ici, les 8 connecteurs, ce qui fait que ça vous ressort des fils de l'autre côté. Et comme ça, vous pouvez vous brancher directement, facilement, sans soudure, ça abîme pas du tout la carte, il n'y a rien, c'est extrêmement pratique. Bon, ça marche bien, ce genre de truc, sur des petites puces là qui ont 8 pins, c'est pas beaucoup. Mais après, comme on a vu, les grosses mémoires comme ceux-là, les mémoires flash sont utilisées dans les clés USB et ce genre de choses, et ben, il y a beaucoup plus de pins, il y a souvent autour de 48 pins. Donc c'est pas possible d'avoir une... Enfin, ça doit exister, il y en a qui ont bien dû inventer ça, mais c'est très compliqué d'avoir des pinces à linge comme ça qui arrivent à se connecter directement dessus. Donc on utilise vraiment des adaptateurs, donc dans ce cas-là, on est carrément obligé de dessouder la puce avec un fer à souder, et après de le mettre dans des espèces d'adaptateurs, c'est des gros sockets en fait, on met la puce dedans. Donc il y a pas mal de sockets qui existent, il y a vraiment beaucoup de formats de puces mémoire. Ça coûte très cher, sauf ceux-là qui sont encore abordables, qui valent une quarantaine d'euros. Mais les professionnels de la forensique qui vendent à l'État ou à la gendarmerie ou je sais pas quoi, ils vendent des adaptateurs comme ça à plusieurs centaines d'euros. Parce qu'il y en a qui sont vraiment adaptés, par exemple pour avoir des puces mémoire utilisées sur les anciens BlackBerry ou ce genre de choses, où en fait carrément les pins ne sont pas sur le côté mais elles sont en dessous en fait la puce, et éparpillées. Donc ils sont obligés de fabriquer des trucs vraiment sur mesure, et ça coûte vraiment très très cher et il y a très peu de vendeurs. Donc dans ce cas-là, c'est assez compliqué. Mais vraiment, quand on a des formats comme ça, donc tous les types de clés USB ont grosso modo ce format de mémoire-là, ou alors les petites mémoires comme ça, c'est assez simple de pouvoir les dumper et tout à fait abordable pour n'importe qui. Donc je vais maintenant vous montrer une petite démo, donc juste pour dumper une petite mémoire comme ça. Donc c'est une mémoire que j'ai récupérée sur une PlayStation 3, sur la carte mère. Donc la première chose à faire, c'est de lire la référence qui est sur la mémoire. Enfin déjà, il faut lire la référence pour savoir que c'est une mémoire, parce qu'on ne peut pas le deviner. Parce que quand il y a un truc à 8 pins, c'est pas forcément une mémoire, hein, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et donc, justement, en lisant la référence, on tombe sur le datasheet du constructeur, sur Internet, et donc on obtient des informations super importantes. Donc on lit que c'est une mémoire flash en série, qui fait 8 mégabits. Donc 8 mégabits, ça fait 1 mégaoctet. On voit également la tension d'alimentation sur laquelle elle fonctionne, donc c'est super important, et aussi la vitesse de l'horloge. Pour arriver à dialoguer avec, il faut dialoguer à la même vitesse, autrement ça ne marche pas. Et donc également aussi les pins. Donc là on voit ici le petit rond ici qui est le détrompeur, et donc après on a tous les connecteurs, enfin tous les pins qui correspondent, donc à partir de là, on a juste à brancher donc, la puce qui est ici, au milieu là, donc ce qu'on appelle là c'est une breadboard, c'est une petite plaque qui permet en fait de faire du prototypage électronique, où il y a déjà une partie des connexions qui sont faites à l'intérieur dans le quadrillage.
Donc c'est vachement pratique, ça évite de mettre beaucoup de fils, même si là il y a un peu de fils, mais ça sera encore plus le bazar s'il n'y en avait pas en dessous. Et après, on peut le connecter à du matériel. Donc là, ce que j'utilise pour interfacer à mon ordinateur, c'est ce qu'on appelle un bus pirate. J'en parlerai en détail après. Je vais vous faire la démo. Alors pour dumper, voilà. Donc maintenant qu'on a trouvé les pins avec le datasheet, on a fait les branchements correctement, on a utilisé une carte électronique pour interfacer. On peut utiliser directement, avec cette carte, on peut directement envoyer les données en hexa, donc faire des requêtes, dire que je veux lire tel bloc de la puce, sauf que quand là, il me semble qu'il y a 4096 blocs, on n'est pas couché, donc on peut scripter ça en Python. Ou alors il y a même un outil qui s'appelle FlashROM, qui est disponible sur les dépôts Debian, qui lui en fait implémente déjà pas mal de mémoire, donc il connaît déjà les instructions qu'il faut envoyer, et donc là il détecte quelle puce c'est, et donc là voilà, il a trouvé la référence de la puce qui correspond à celle qu'on avait de datasheet, donc c'est à dire qu'il a réussi, et donc là il sait même qu'il a fait un méga, donc il n'a même pas besoin de préciser la taille qu'on veut et tout, etc. Et là il va lire la mémoire flash, donc c'est super lent, ça met plusieurs minutes, c'est pas très rapide pour juste 1 mégaoctet. Donc comme je vous ai dit, si vous avez une mémoire flash de 8 Go, voilà, vous pouvez faire autre chose. Mais l'avantage c'est qu'après, vous allez récupérer un petit fichier exa avec les infos. Bon, la plupart du temps sur ces petites mémoires, quand elles sont interfacées avec des processeurs, des contrôleurs, ce genre de choses, c'est assez compliqué s'il n'y a pas des strings directement dedans de savoir à quoi correspond quoi, puisque vous avez plein d'exas. Et pour arriver à quoi correspondent les exas, il faut savoir la mémoire avec laquelle microcontrôleur a été utilisé, pour savoir. Et après, il faut lire le datasheet du microcontrôleur, qui a évidemment, comme c'est des architectures principales x86, il faut lire l'assembleur, des fois des instructions particulières, et après essayer d'arriver à comprendre qu'est-ce que fait la mémoire, quand est-ce qu'elle a été utilisée. Enfin, c'est très compliqué. C'est l'idéal quand on utilise... par exemple, quand vous voulez dumper ces petites puces-là, c'est utilisé par exemple pour les BIOS. Les BIOS, typiquement, sont stockés dans des petites puces comme ça. Et donc, quand vous mettez un mot de passe dans le BIOS, et des fois il est chiffré, des fois il n'est pas chiffré, des fois il est en clair. Mais si c'est un hash ou ce genre de choses, il est stocké directement dedans et vous n'allez pas pouvoir le manquer. Enfin, vous faites un string dedans et puis vous allez le trouver. Donc, à partir de là, vous pouvez le forcer, ce genre de choses. Mais autrement, c'est assez compliqué sur ce type de mémoire d'arriver à soutirer des informations. Par contre, quand vous avez, voilà, elle a fini, mais quand vous avez une mémoire de type mémoire flash, dans ce cas-là, comme c'est formaté en NTFS ou en FAT32 ou en exFAT ou ce que vous voulez, là c'est plus simple d'extraire les fichiers quand vous avez un dump comme ça. Mais quand c'est des trucs vraiment très particuliers, là comme là ça vient d'une PlayStation 3, donc là c'est Sony, donc les consoles de jeux vidéo ils n'aiment pas trop qu'on dump les informations qu'il y a dans les puces à l'intérieur pour éviter voilà, qu'on casse la console. Donc voilà, donc ça ressemble à ça, à l'intérieur d'une mémoire flash. Donc ce que je vous disais, comme ça instinctivement, on comprend rien. Voilà, c'est vraiment du bazar. Je sais qu'à la fin de cette mémoire flash, il y a juste une date qui date de, je sais plus, 2008 ou un truc comme ça, où là on voit qu'il y a quelque chose quand même, mais autrement le reste, voilà, il faut pas décorréler la mémoire du microcontrôleur, du processeur qui s'en sert. Donc faire ça, honnêtement, si vous n'en avez pas besoin, c'est une perte de temps. Enfin, c'est vraiment une perte de temps, donc ça sert à rien, parce que vous allez passer des mois à essayer de comprendre ce qui se passe, et en fait ça peut être très bien un truc qui n'est pas du tout intéressant. Donc il va juste gérer le port USB de la PlayStation ou un truc à la con comme ça, enfin je veux dire, on s'en tape quoi. Donc le plus important de toute façon, les grosses informations sur par exemple une console, c'est la grosse mémoire flash qui contient le système. Et c'est là qu'il faut tirer les informations. Mais c'est toujours intéressant pour s'entraîner d'arriver à dumper des petites mémoires comme ça. C'est plus simple, puisque là c'est une puce en plus qui n'était pas soudée, elle était vraiment sur un socket, donc il fallait juste la déclipser. Donc c'était assez pratique. Et donc, maintenant je vais vous parler donc, du matériel. Alors, donc, en premier lieu, donc, le bus pirate, c'est la carte que j'ai utilisée ici pour dumper la mémoire. Donc l'avantage de cette puce, c'est que cette carte vaut 27 € sur internet et ça fait tout, enfin ça fait presque tout.
ce qu'on a montré, ça peut faire du dossier, du SPI, de l'URT et du JTAG. Donc avec ça, vous pouvez vous connecter à peu près à n'importe quoi. La communauté est super active, tout est open source. Les trucs aussi, il a des petites fonctionnalités, il peut faire un petit oscilloscope, il peut générer des fréquences, il y a plein de petites fonctionnalités qui ont été rajoutées. Mais grâce à cette carte-là qui vaut 27 €, vous pouvez vraiment, dès que vous avez un connecteur dans une carte, vous pouvez vous connecter avec celui-là. C'est extrêmement pratique, ça coûte pas cher. Après, si on a plus d'argent à mettre, les oscilloscopes. Alors les oscilloscopes, c'est pas tout à fait la même utilisation parce que vous n'allez pas dumper des informations. C'est vraiment pour voir ce qui se passe, c'est-à-dire que vous allez sur votre circuit électronique, vous allez mettre sous tension, et il y a un endroit, vous voulez voir, il y a une piste qui vous intéresse, vous allez vous plugger dessus et vous allez voir ce qui transite. Vous allez voir des bits qui vont passer. Grâce à justement aux oscilloscopes, il y a des possibilités en fait, de décoder à la volée. C'est-à-dire que par exemple, si on est sur un bus qui est entre le microcontrôleur et un capteur qui dialogue en I2C, on lui dit que c'est de l'I2C, et il va directement vous décoder les trucs, donc il va vous afficher les hexas directement à la volée. Donc c'est extrêmement pratique. Donc ça marche aussi pour SPI ou même URT. Donc quand vous allez par exemple faire de la console, vous allez avoir les mots qui vont s'afficher directement sur l'oscilloscope. Donc c'est pratique, vous ne pouvez pas taper, mais bon, ça permet de s'assurer en fait que tel endroit dans le circuit imprimé sert à tel ou tel truc. Donc c'est assez cool. Par contre, voilà, ça c'est au minimum, strict minimum, c'est 300 €, jusqu'à je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. Après, donc voilà, donc l'Arduino, donc tout ce qui est plus classique. Donc avec l'Arduino, techniquement, on peut dumper à peu près tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de code qui traîne sur Internet, on peut réimplémenter ce qu'on veut et tout. Le truc que j'avais montré, donc c'est surtout en JTAG, on peut carrément en fait détecter les pins du JTAG, donc voir quel pin et quel pin, ou tester des pins qui traînent sur la carte et on veut savoir à quoi ils servent. Donc il est capable de les détecter. Pareil pour le RS232, et puis comme c'est un microcontrôleur, il est nativement capable de dialoguer en I2C ou en SPI. Donc après, on peut se brancher sur un canal déjà I2C ou SPI, et puis voir ce qui se passe, et demander de décoder, d'afficher ce qui se passe. Dans le même genre, donc l'Open Workbench, ça ressemble plus à un oscilloscope, mais vraiment pas cher. C'est un logic analyzer. Donc en fait, c'est le seul truc qui fonctionne vraiment avec une interface graphique. Et en fait, on se branche où on a envie et on peut arriver justement à voir ce qui se passe sur la carte. Et donc comme vous voyez, donc là, on voit qu'il y a des bits qui passent. Et donc là, il décode à la volée. Donc là, c'est 0xFF. Donc on peut le faire sur beaucoup plus d'exemples. Mais ça permet de voir ce qui se passe. Et donc ça, l'avantage, c'est que c'est pas cher par rapport à un oscilloscope, ça vaut 50 €. Il y en a des bien plus chers aussi. Et puis ça a beaucoup plus de canaux, parce qu'un oscilloscope, il y a souvent que maximum 4, des fois que 2 canaux, donc on peut se brancher qu'à 2 endroits en même temps. Alors que là, sur celui-là, il y en a 20, il y a une vingtaine, donc on peut se brancher à 20 endroits en même temps, on peut les mettre tous en parallèle, donc ça permet de voir vraiment ce qui se passe, donc c'est assez pratique. Et enfin, pour le JTAG, donc il y a 2 outils principaux, donc il y a le Bus Blaster, qui est le moins cher des deux, qui vaut 40 €, lui, qui permet directement on branche depuis ces pins-là à notre carte électronique, aux pins qu'on a détectés par exemple avec un Arduino et JTAG et NUM par exemple, et puis après du côté on se branche sur l'ordinateur, et avec OpenOCD ou alors JTAG par exemple, on est capable de dialoguer après avec la carte électronique. Sauf que ça, c'est l'idéal, ça marche bien quand on sait, quand on connaît la carte, ou quand il y a quelqu'un déjà sur internet qui a filé les fichiers de configuration, ça fonctionne. C'est pas très bien pour faire du reverse en fait. Pour chercher, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment le JTAG Emulator qui lui vaut quand même assez cher, il vaut 150 € au moins. Et lui, par contre, l'avantage, c'est vraiment, lui, il est capable de faire comme l'Arduino, de tester les pins pour savoir quel était le JTAG et tout. Sauf qu'il est beaucoup plus performant qu'un Arduino et il est optimisé pour ça. Et on peut aller, on peut tester jusqu'à 24 pins en même temps. Et c'est super pratique. C'est vraiment le top, c'est la Rolls pour trouver les connecteurs JTAG. Voilà. C'est tout. Si vous avez des questions. Oui. Tout à l'heure pour l'imprimante, tu as dit que du côté de la carte Wi-Fi, oui. Tu avais réussi on pouvait dumper facilement le processeur de la carte Wi-Fi. Facilement. Oui, voilà, on peut.
Par contre, si avec deux cartes, du coup, tu peux pas, enfin, tu pouvais aussi sur l'autre. Est-ce que tu peux Alors, rejoindre un autre si tu branches Bah, sur l'autre, c'est assez compliqué parce que le fait est, comme j'ai dit, que c'était un truc qui était propriétaire, qui était dessus, le processeur était propriétaire, donc toute l'architecture est propriétaire. Il y avait quand même des puces mémoire sur l'autre carte, donc rien n'empêche de les démonter et puis de dumper ce qu'il y a dedans, mais après on va arriver dans le même problème, dans le même cas que pour la petite mémoire ici, c'est qu'on va dumper des choses, sauf qu'on va pas comprendre ce qu'on a. Et donc, vu que ça va être propre au processeur, et pour arriver à retrouver le processeur, bah, il faut de la doc. Ou alors il faut reverser le processeur, et pour ça, j'ai pas montré toutes les attaques matérielles, mais après les gens qui ont vraiment d'argent ont fait de l'attaque à l'acide. Donc on prend un processeur, on décape la couche en plastique noir dessus, et après on regarde au microscope dessus, électronique, et après on regarde les portes logiques qu'il y a dessus. Donc chaque transistor, donc plus le processeur est compliqué, plus le transistor, donc plus c'est galère. Et avec des logiciels, en fait, avec les microscopes, ils prennent des photos. Et il y a des logiciels qui sont capables de reconnaître les portes logiques, les transistors qui en sont dessus. Et à partir de là, ils arrivent à déduire l'algorithme. C'est très très long, très très compliqué. Et à partir de là, après, on peut arriver à comprendre. Mais il faut vraiment que ça emballe le coup. Sur une imprimante 3D, ça emballe le coup. Mais ça a été fait typiquement, par exemple, pour les cartes d'accès sans fil. Quand vous allez dans votre boîte, vous avez sûrement une carte pour rentrer, pour badger. Et bien cette carte sans fil là, et la plupart du temps, c'est une vieille carte, c'est une MyFair classique. Ça a été pété il y a 8 ans. De cette manière-là, c'est toujours utilisé, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, ça avait un intérêt, parce que là c'était vraiment un cas, on pouvait après, c'était vachement utilisable, tandis qu'une imprimante d'une seule marque, font pas. Mais autrement, oui. De toute façon, tout est possible, hein. C'est juste une question de motivation et d'argent, c'est tout. Non, c'est vrai.